Bonjour, bienvenue pour ce premier débat entre deux tours des législatives sur l'indépendant.fr. La première circonscription pour débuter dans les Pyrénées-Orientales. Pour schématiser, elle est surtout perpignanaise, les quartiers du Moulin à Vent, Bas-Vernet, Masliaro, mais aussi Toulouse, Canoës, Poyestre, Cabestany et Bompas. Comme sur les trois autres circonscriptions, c'est un duel qui s'annonce pour ce second tour. Sophie Blanc du Rassemblement national est arrivée en tête au premier tour avec 31,36% des voix. Vous êtes adjointe au maire de Perpignan. Romain Gros, député sortant, est arrivé deuxième avec 24,54% des voix au premier tour. L'abstention était de 54,38% sur cette première circonscription. Ce débat s'organise en quatre débats, en quatre thèmes en tout cas. Le premier sur analyse et projection par rapport à ce résultat du premier tour et bien sûr au second tour de dimanche 19 juin qui s'annonce. Le deuxième sur l'impact de Perpignan, la ville-centre, dans cette circonscription-là. Le troisième sur la sécurité, quelles solutions, quels moyens. Le quatrième sur le commerce et donc on parlera évidemment de pouvoir d'achat dans ce débat commerce. Pour débuter, c'est vous qui avez été tiré au sort, Sophie Blanc. Il y a une présentation d'1 minute pour chacun des candidats. Il y aura aussi une conclusion d'1 minute pour chacun de vous. À vous, Sophie Blanc. Bonjour, merci pour ce débat. Effectivement, vous l'avez indiqué, je suis adjointe au maire de Perpignan, conseillère régionale et avocate de formation. C'est vrai que je suis candidate aux législatives, et bien écoutez, pour porter la voix d'un programme et la voix de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Vous l'avez rappelé, les résultats de ce premier tour ont été très encourageants sur cette circonscription, puisque j'arrive en tête avec 31,36%. Plus de 3500 voix par rapport aux derniers résultats de 2017 et Perpignan avec effectivement une progression où je suis à plus de 30%. Mais on oublie aussi les 5 villes qui font partie de cette circonscription, au sein desquelles je suis également arrivée en tête, en tout cas le parti est arrivé en tête, où les scores sont de 30 à 37%. Donc c'est vrai que c'est très encourageant, ce sont des scores intéressants qui sont liés bien évidemment à l'élection présidentielle de Marine Le Pen qui a réalisé un très beau score sur cette circonscription. Mais je crois qu'il faut quand même rester modeste et vous l'avez rappelé, notamment sur le taux d'abstention qui est très important et qui est de plus de 54%. Merci Sophie Blanc. Romain Gros, à vous. Alors pour me présenter en quelques mots, je suis né il y a 47 ans à Perpignan, je suis originaire de Villemolac, un petit village au sud de ce département. Moi je suis un enfant de la méritocratie républicaine, mes parents étaient vignerons dans ce territoire comme tant de familles et j'ai pu me construire grâce à l'école. Après quelques études et des études supérieures à Paris, je suis devenu avocat comme mon adversaire politique. Je suis devenu avocat avec 2 domaines de spécialisation qui sont le droit fiscal et le droit des entreprises en difficulté. Je suis élu dans ce territoire depuis 2009 maintenant. Je me suis toujours intéressé à ce territoire, plus que intéressé d'ailleurs, vraiment passionné, avec des tropismes sur l'économie. Je suis député maintenant depuis 2017. Aujourd'hui, bien, je suis candidat aux élections législatives sur cette première circonscription pour y porter finalement la voix de la modération, la voix de la République et la voix de la modération. Et c'est pour moi un élément important dans ma carrière depuis le début de mon parcours politique. Vous l'avez souvent dit dans vos colonnes, moi j'ai commencé pour financer mes études, il fallait que je travaille. Je suis fils de famille modeste et donc j'ai été assistant parlementaire du député de ma circonscription, un député socialiste, Henri Sicre. Et donc depuis toujours, je me suis impliqué très fortement sur ce territoire des Pyrénées-Orientales. Merci Romain Gros. Premier thème donc on va aborder, c'est bien sûr l'analyse de ce premier tour et les projections par rapport au second tour avec Corinne Saboureau à mes côtés. Corinne, je vous laisse ouvrir le débat. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 2210 voix vous séparent pour ce second tour, puisque vous êtes arrivés, vous Sophie Blanc en tête et vous Romain Gros en deuxième position. Quels électeurs, quelle est votre chasse au report pour ce second tour dimanche, l'un et l'autre? Alors, si vous me permettez d'engager la discussion là-dessus, moi je pense qu'on est dans une nouvelle élection. En deuxième tour, c'est une nouvelle élection qui démarre et c'est tant mieux, c'est une bonne chose. C'est projet contre projet, c'est perspective contre perspective. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est pas forcément celle de la chasse au report, même si je comprends qu'elle puisse susciter beaucoup de réflexions et d'épilogues là-dessus, indéniablement. Mais la vraie question, c'est de savoir quels sont les projets, de débattre sur les projets. Aujourd'hui, je suis heureux de ce débat organisé par l'Indépendant parce qu'il nous permet
permet véritablement de discuter de l'avenir de ce territoire. En tant que député, on y joue un rôle. On y joue un rôle pour pousser les dossiers à Paris, pour être capable de défendre la parole de ce territoire. Et c'est un peu le sens de mon engagement. Alors, quelles sont les perspectives? Parce que votre question, elle est de cuisine électorale. Voilà, parce qu'on va revenir sur les thèmes bien de sûr, plus tard. bien sûr. Donc pour l'instant, on est plutôt sur, effectivement, pas du calcul mathématique. Pas de Et la cuisine électorale, si vous voulez, pour répondre à votre question, même si je comprends Parce qu'elle que puisse dans votre vous cuisine, intéresser. Romain Gros, il manque des ingrédients. Vous avez quand même perdu presque 7000 voix entre... Non, 7000 voix, j'ai fait 10 000 Oui, voix oui, c'est au ça. premier tour de 3000 voix, 2017. quasiment. 7000 entre, voix, parce que 3000 voix 3000 quasiment voix. entre 2017 et 2022. Bien sûr, bien C'est sûr. un rejet de Romain Gros, c'est un rejet de Macron. Écoutez, moi, je pense que 5 ans, c'est très long dans une vie politique. Vous le savez, il y a longtemps que vous commentez cette vie politique. 5 ans, c'est une éternité. Ce que je regarde, c'est l'élection présidentielle. D'ailleurs, mon adversaire s'y référait à juste titre. L'élection présidentielle sur cette circonscription, eh bien, Emmanuel Macron fait 22 points, je fais 24 points et demi. C'est pas vous dire que c'est Broadway, je serais menteur de vous dire l'inverse, de vous dire cela. Mais c'est de vous dire clairement qu'il y a un effet également de l'implantation dans le territoire, de l'amour de ce territoire et du fait que nous le labourions. Après, bien entendu, par rapport à 2017, c'est une autre musique, mais c'est une autre musique dans tous les territoires de notre République. Soyons clairs et soyons honnêtes là-dessus, non pas pour me dédouaner de toute responsabilité, mais c'est une autre musique partout. On voit qu'il y a eu une poussée de NUPES, on voit une poussée de l'Union de la gauche, et une poussée qui, dans cette circonscription, est malgré tout, même si elle est très importante, à relativiser. Si vous faisiez l'addition des voix de gauche au premier tour de la présidentielle, vous arriviez à 29%. Là où M. Daspe, après une très belle campagne, fait 23 points et demi. Donc on voit bien que la poussée, elle n'est pas allée jusqu'à son taux maximum sur cette circonscription, la poussée de NUPES. Et puis on voit que nous sommes conformes à ce qui se passe dans notre pays. Madame Blanc, vous avez plutôt une situation plus confortable, on va dire, puisque vous êtes en progression, enfin en tout cas le RN est en progression depuis 2017, 31,36% des voix, et il manque presque 20 points pour être élu dimanche prochain. Vous allez les chercher, les récupérer, et séduire où ces 20 points? C'est pas rien 20 points, c'est presque 2 tiers de votre chiffre au premier tour. Mais je sais que c'est important sur ce deuxième tour, mais moi je vais les chercher. D'abord, je vais les chercher chez les abstentionnistes. Voilà, plus de 54%, je le rappelais tout à l'heure, il faut impérativement que les gens et que les électeurs se mobilisent pour ce deuxième tour et qu'ils comprennent l'enjeu de ce deuxième tour. C'est très important. Donc à partir du moment où ils ont compris qu'effectivement les députés allaient porter la voix, eh bien, en ce qui me concerne, moi, du programme de Marine Le Pen à l'Élysée, il faut qu'ils se mobilisent pour qu'on ait une opposition forte à M. Macron, et qu'on ait une opposition forte pour lutter contre les pleins pouvoirs de M. Macron. D'abord chez les abstentionnistes, et puis après, chez toutes les personnes qui sont patriotes. Voilà, ça peut aller de Reconquête à LR, etc. Toutes ces personnes, voilà, qui sont dans cette philosophie-là. Il y a des républicains à la NUPES. Vous allez en chercher aussi sur ce réservoir? Vous savez, je vais les chercher nulle part. Les gens sont grands, ce sont des électeurs responsables. Il faut qu'ils aillent voter en toute âme et conscience. Voilà, je ne crois pas au front républicain, je ne crois pas à ce barrage-là. Il faut simplement, c'est un projet que l'on porte. On ne va pas revenir sur les thématiques de la campagne présidentielle. Voilà, s'ils comprennent cet enjeu-là, il faut impérativement qu'ils aillent voter. Peu importe d'où ils sont et peu importe s'ils sont dans des appareils politiques ou s'ils n'y sont pas. Romain Gros, pardon. Romain Gros, il existe encore le Front républicain. On voit que c'est compliqué des fois pour République en marche, Renaissance, pardon, de donner des consignes quand il y a les duels NUPES-RN. Est-ce que vous y croyez encore, vous? Est-ce que vous y comptez en tout cas? Alors, y compter, c'est une On voit autre même que chose. NUPES a du mal à donner des consignes de vote. Hein. Peut-être. Enfin, ça, c'est une affaire d'éthique personnelle. Moi, j'y crois. J'y crois foncièrement. Vous savez, vous me connaissez depuis quelques années. En 2015, le mouvement, l'alliance dans laquelle j'étais UDI, l'alliance avec l'UMP avait fait organiser la venue de Nicolas Sarkozy ici pour dire que c'était le Nini qui devait triompher. Moi-même, dans vos colonnes, le lendemain matin, je suis sorti du bois pour dire que moi, je croyais au Front républicain. Mais c'est une question individuelle qui se pose. Pour moi, il y a une vraie frontière qui nous sépare. Et cette frontière, pour moi, elle compte énormément. Donc oui, j'y crois, à titre individuel. Est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas? On en revient à la question de la cuisine électorale. Et elle est fondamentale. Comme vous dites, il faut des ingrédients. Ben, les électeurs sont souverains. Et vox populi, vox dei, comme le disaient les Romains, c'est un adage qui nous unit tous quand on s'intéresse à la question politique. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas allés voter. Au niveau national, on l'a vu. Au niveau départemental, c'est un reflet. Je pense qu'on a un petit peu les mêmes projections. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mobiliser justement cette jeunesse qui n'est pas du tout allée, qui n'était presque même pas au courant qu'il y avait un premier tour des législatives dimanche dernier?
Oui, c'est vrai, mais on s'en rend compte quand on est sur le terrain. C'est vrai que les gens se désintéressent un petit peu de cette campagne politique. Alors, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, c'est compliqué de les quantifier, mais c'est bien dommage. Moi, je pense que le problème, c'est qu'aussi, il y a une certaine partie de la population qui ne se sent pas représentée à l'Assemblée nationale. Quand vous avez effectivement la France, qui est le seul pays d'Europe qui n'a pas de proportionnel à l'Assemblée nationale, c'était quand même une promesse d'Emmanuel Macron lors du précédent mandat. C'est une promesse qui n'a pas été tenue, encore par le parti En Marche. Donc voilà, ce sont des gens qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale et c'est dommage. Et voilà, ça fait partie, c'est une des raisons de la désaffection des Français. Même question pour vous, Romain Gros. Comment on capte cet électorat qui boude fortement les urnes? En appelant à la responsabilité républicaine. C'est notre pays à nous tous. On a les élus que nous méritons et c'est notre pays à nous tous. Donc au fond, chacun de nous vit sa citoyenneté comme il le souhaite. Moi, ma citoyenneté, je l'ai apprise à l'école de la République. À l'école de la République par des instituteurs dont une a été ma suppléante aujourd'hui. Clairement, cette école de la République, moi, m'a transmis le goût de la citoyenneté, le goût de participer à la chose publique en disant c'est notre chose commune, la République. D'ailleurs, c'est l'étymologie même de la République. Et donc, de répéter et de redire que la République, la chose publique est notre chose commune, est un point essentiel, moi, me semble-t-il. Et le deuxième point, cette responsabilité, elle nous engage aussi à nous, candidats, à nous à évoquer des sujets. Le RSA jeune, par exemple, si vous me parlez des jeunes, la question de l'emploi dans ce département, toutes ces questions qui sont fondamentales pour l'avenir des jeunes, elles doivent être traitées en effet. Alors, nous en parlons. Et après, vous savez, la pédagogie, c'est répéter. Et c'est un éternel recommencement d'aller essayer de convaincre. C'est aussi notre façon de faire, moi, mes équipes, d'essayer d'aller au contact du terrain, d'aller au contact des gens en permanence et d'être accessible pour se dire quel est votre problème et quels sont les sujets que nous pouvons faire remonter et quels sont les sujets qui nous unissent et qui peuvent nous faire travailler dans un sens ou dans un autre. Madame Blanc, Louis Alliot, votre leader local, rêve d'un grand chelem dans les PO. C'est du fantasme? Vous avez raison que c'est un leader local, d'abord, c'est vrai. Ça c'est vrai, il a gagné la mairie et j'en suis très fière. Après, est-ce qu'on peut réaliser un grand chelem local? Écoutez, en tout cas, effectivement, ça peut nous porter, mais je crois que ce qui nous porte effectivement vers ce grand chelem, peut-être, c'est le travail que nous faisons sur le terrain. Voilà, c'est les 2 ans que nous avons fait sur Perpignan. Nous sommes des élus de terrain, voilà. Et le programme et les électeurs de Louis Alliot sont satisfaits du travail qui peut être fait. C'est ça essentiellement qui compte, voilà, au-delà de l'étiquette politique, c'est le travail. Merci pour ce premier thème de ce débat aujourd'hui avec Sophie Blanc et Romain Gros. Le deuxième, vous en parliez déjà, c'était la transition facile vers l'impact de la ville-centre qui est Perpignan sur cette circonscription-là. Vous l'avez un petit peu évoqué à l'instant, Sophie Blanc, Romain Gros, ces législatives-là, c'est aussi un 3e, 4e tour des municipales. Vous étiez candidat, vous aussi? Bien sûr. J'ai toujours été candidat depuis 2008 à des élections municipales sur Perpignan parce que c'est ma ville de cœur. J'y suis né, j'y vis, j'y travaille, ma famille y vit. Donc clairement, oui, je suis très impliqué sur cette vie politique dans notre ville. Après, est-ce que c'est un 3e, un 4e tour? Je ne me prononcerai pas là-dessus parce que très clairement, une élection doit se considérer l'une après l'autre. Et là, nous sommes dans des élections législatives où il s'agit d'envoyer un représentant à Paris pour notre territoire et de défendre les dossiers de ce territoire. Ce qui est sûr, c'est que Perpignan est en ville-centre, il faut reconnaître également le rôle de la tâche de centralité, comme disaient technocrates, à cette ville. Ça veut dire qu'il faut se battre pour des projets structurants. Moi, dans le mandat qui vient de s'écouler, je me suis battu pour que le palais de justice, on puisse arbitrer. L'arbitrage est donné, les grues vont s'y poser. Et ça, c'est une nouveauté depuis 20 ans. Moi, je suis élu de cette ville depuis 15 ans, et depuis 15 ans, le projet étant dans les cartons, on hésitait entre Saint-Asiscle et le centre-ville. Aujourd'hui, on a arbitré, c'est le centre-ville. C'est grâce à l'appui que nous avons donné au prix du garde des Sceaux et grâce au Premier ministre issu de ce territoire que nous avons pu obtenir cet élément-là. Après, il y a d'autres projets structurants. Le commissariat, qui est à venir dans le mandat qui vient également, où il va falloir se poser la question de la rénovation de fond en comble de ce commissariat. Il y a la question également du désenclavement, si je puis dire, de ce territoire, avec la question du train, la question de l'avion. Et donc, pour tout cela, Perpignan est la ville-centre et la ville phare. C'est vrai économiquement aussi, c'est-à-dire que l'économie a déjà décidé. Saint-Charles, c'est 1 milliard de PIB chaque année qui sont produits et générés dans l'économie perpignanaise pour l'économie du territoire. Ce sont 4000 emplois. C'est plus d'1,8 million de tonnes de fruits et légumes qui transitent par Saint-Charles, là où, pour vous donner un ordre de comparaison, Rungis, c'est 800 000 tonnes. Donc, on a un véritable enjeu à cultiver le territoire perpignanais quand on est roussillonné. Mais
cela ne doit pas nous dispenser de conserver l'équilibre avec les villes et les villages qui entourent Perpignan. Et dans cette circonscription, elle est très significative de ce qu'est notre agglomération et de ce que nous pouvons défendre comme projet de territoire dans ce Roussillon. Les 5 communes que vous avez citées, Toulouge, Canoës, Bompas, Cabestany, Poyestre, ces 5 communes, elles sont significatives de l'équilibre qu'il faut savoir trouver. On ne doit pas vider ces villes comme on ne doit pas vider le centre-ville au détriment de la périphérie, on ne doit pas vider ces villes au profit de Perpignan. Il faut arriver à trouver l'équilibre. Un des moyens de cet équilibre, c'est le transport. Un autre des moyens de cet équilibre, c'est aussi la main publique qui doit être capable d'aménager l'ensemble. Et il y a des documents d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme intercommunal, l'organisation administrative avec une communauté urbaine. Tous ces éléments-là sont posés, sont à notre disposition pour trouver cet équilibre entre la ville-centre et le territoire, sans jamais oublier un point majeur. Sans une ville-centre dynamique, le reste du territoire ne pourra pas avancer. Mais sans une ville-centre qui ne sait pas trouver l'équilibre, le reste du territoire s'asphyxiera, mais la ville-centre aussi s'asphyxiera. Sophie Blanc, l'impact que vous espérez, que vous souhaitez donner justement grâce à Perpignan, à votre circonscription, si vous êtes élu? Alors, c'est vrai que sur cette circonscription, vous avez toutes les villes membres que vous avez citées qui sont effectivement dans la communauté d'agglomération. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas trop concerné par cet équilibre des territoires, mais c'est vrai qu'il peut exister des disparités économiques et sociales, notamment entre la plaine du Roussillon et notamment la périphérie. Alors, la richesse, c'est vrai qu'elle ne doit pas être concentrée effectivement sur la ville-centre, mais c'est vrai que si cette ville-centre se porte bien, il y a toute une échelle derrière où le département va bien se porter, la région va bien se porter, toutes les villes à côté vont bien se porter. Alors, c'est vrai, j'ai tendance à dire, mais non pas pour voir le verre à moitié vide, mais on est quand même le département le plus pauvre, la région la plus pauvre, la ville la plus pauvre, c'est un fait. Et là, je regardais les dernières statistiques sur le Figaro, sur l'université. Perpignan est quand même la 50e ville sur 61. Donc voilà, il y a de moins en moins d'étudiants. Donc c'est un fait. C'est pas que je vois le verre à moitié vide. Donc ça, c'est le résultat d'élus qui n'ont pas défendu le territoire. C'est un territoire qui est quand même marqué par l'immobilisme depuis un certain nombre d'années. Donc vous parliez effectivement du TGV, du commissariat et du palais de justice qui sont 3 thèmes un petit peu emblématiques. Bon, moi ça fait 20 ans que je suis là, je n'ai rien vu arriver de ces 3 thèmes. Alors bon, peut-être, je suis avocate, écoutez, peut-être que le palais de justice, effectivement, le palais de justice, on a mis 15 ans pour savoir où il allait être construit, alors qu'il y avait quand même que 3 endroits où il devait être. Bon, mais on aura l'occasion de parler de tout ça. Moi, si on revient effectivement à la problématique, Perpignan se porte bien aujourd'hui, et il se porte bien parce qu'il y a une politique qui est importante en matière d'investissement. Et voilà, et c'est l'investissement qui va participer à l'attractivité du territoire. Donc voilà, qui va contribuer à améliorer la vie des habitants. Mais cette attractivité, elle se fait avec d'autres points, c'est notamment la sécurité, c'est notamment la propreté. Alors justement, la sécurité, c'est notre second thème. Si vous me permettez juste un point, moi je souligne le paradoxe dans lequel mon adversaire politique se trouve. C'est-à-dire qu'au même moment où elle nous dit que Perpignan se porte très mal, elle commence comme ça et à la fin elle termine par Perpignan se porte bien parce qu'ils sont là depuis 2 ans. Je suis désolé, on ne peut pas s'exonérer. Madame Blanc n'est pas étrangère à ce qui se passe dans notre ville depuis 2 ans. Donc je pense qu'il y a des statistiques aujourd'hui, elles sont là, elles sont assumables par tout le monde. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir des projets pour corriger cela. C'est pas forcément de se dire j'y suis pour quelque chose, j'y suis pour rien. En tous les cas, Madame Blanc n'y est pas étrangère non plus, comme tous les membres de la majorité municipale. Croyez-moi, le maire a un esprit de dynamisme et d'investissement. C'est pas le maire, Madame Blanc, c'est vous. C'est un maire qui est dynamique. Non, mais d'accord, mais bon, voilà, c'est un fait. Et ce dynamisme et cet investissement et cette richesse qui a été créée, c'est dans la ville-centre et c'est dans Perpignan. Et visiblement, c'est pas suffisant le voient bien. De ce que vous nous dites. Oui, c'est pas suffisant, mais c'est déjà une bonne chose. En attendant, pour rester quand même sur Perpignan et sur les 5 communes de votre circonscription, enfin de la circonscription de la première, les PO, selon l'INSEE et selon de toute façon toutes les sources, sont un département quand même de retraités. La retraite est un enjeu, est un gros débat, est un gros point de débat sur ces législatives et sur la présidentielle également. Quelles sont vos positions très précises pour la retraite? Sur ce fameux débat des 65 ans pour la retraite, qui bien sûr est un débat majeur pour tous les Français, qu'ils soient dans la première circonscription ou ailleurs d'ailleurs. Bien sûr.
Je me permets de m'y coller. Moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets sur la retraite qui sont très importants. Dans ce département, moi, je suis fils d'agriculteur, je vous le disais, j'ai connu ma maman qui est décédée il n'y a pas très longtemps, vivant avec 650 € par mois. On a un problème de petite retraite dans ce département, plus qu'ailleurs. Mais comme ailleurs en France. Donc ce premier point exige de notre part que nous rehaussions les revenus perçus par les retraités quand on parle de petite retraite. C'est le sens de ce que nous voulons passer dès la loi de finances rectificative du mois de juillet, c'est rehausser les petites retraites avec un effet rétroactif à 1 100 € par mois. Et c'est un sacré bond pour des personnes qui, je reprends l'exemple de ma pauvre maman, perçoivent 650 € par mois aujourd'hui, à date d'aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, il y a la question de l'argent magique qui n'existe pas. Et donc, il faut que nous soyons capables tous de nous dire comment on fait pour organiser le financement et l'équilibre financier du système de retraite. Et puis ensuite, il faut relativiser la situation. L'âge effectif de départ à la retraite pour les personnes qui travaillent, c'est 63,9 ans. L'âge effectif où on part à la retraite. Si on se dit 64 ou 65 ans, on n'en est pas très loin. Donc ça, c'est le premier point pour dédramatiser les choses en se disant la réalité, c'est celle-là. Et le troisième point, il est une question de méthode. Aujourd'hui, on ne pourra pas et on ne veut pas, pour la majorité que je représente dans ce territoire, aller contre la concertation et clairement, il nous faudra construire les outils de concertation nous permettant d'aboutir à une réforme des retraites majeure. Cette réforme de retraite, elle est souhaitée par le pays depuis très longtemps. Je vous rappelle que le livre blanc sur les retraites, c'est Michel Rocard et c'est en 1989. Donc clairement, depuis 1989, on tourne autour du pot. Nous avons le mérite d'aller directement sur le but en se disant ces petites retraites, elles sont insupportables. Et de l'autre côté, reconnaissons la réalité de notre pays où clairement, si on part à 63,9 ans statistiquement à la retraite, c'est pas un drame de se dire on passe peut-être à 64 ans. Madame, bon, vous avez un petit peu de retard sur ta parole, donc à vous de vous exprimer sur ce débat majeur de la retraite qui a rythmé la campagne. Effectivement, c'est important, ça fait partie du programme de Marine lors des présidentielles. C'est vrai qu'il faut réindexer ces retraites sur l'inflation de façon à redonner du pouvoir d'achat et que ce soit, voilà, que les personnes vivent avec le travail qu'elles ont effectué toute leur vie. Il faut revaloriser, bien sûr, le minimum vieillesse à 1 000 €, mais il faut aussi revaloriser le salaire des personnels soignants, voilà, qui sont effectivement trop mal payés. L'augmentation des petites retraites, c'est une évidence. Et puis, il faut augmenter aussi le personnel qui sont dans les EHPAD, etc. Il y a tout un pack sur ce problème des retraites. Mais une chose qui est très importante aussi, donc la retraite à 65 ans, on s'y dirige. Lorsque, là, au mois de septembre, avec M. Macron, voilà, la retraite à 65 ans va passer. Ça va encore... les gens vont être dans la rue, ça va encore provoquer voilà, beaucoup de déceptions et beaucoup d'injustices sociales. Mais ce qu'il faut, c'est effectivement d'abord s'attacher au pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Français, c'est très important. C'est une problématique qui a été menée pendant la campagne. On va en revenir sur le prochain thème avec plaisir. Mais juste, sur l'âge de départ à la retraite, vous validez les 65 ans ou pas du tout ? Non, je ne valide pas l'âge de départ à la retraite. Voilà. Et c'est quoi votre proposition ? Il est de 60 ans avec un nombre d'annuités lorsque les personnes ont travaillé plus de 40 ans. Donc ça, bon voilà, ce programme-là, on le connaît sur les... sachant les soucis aujourd'hui du régime de retraite, de l'équilibre financier des régimes de retraite. Surtout que vous êtes avocate et les régimes spéciaux, vous connaissez bien, donc... Mais il y a des économies à faire. Il y a des économies à faire dans d'autres domaines. Il y a des économies à faire, notamment sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale. Vous savez, quand on a 8 millions d'assurés sociaux aujourd'hui qui sont supplémentaires par rapport au nombre d'habitants, je veux dire, c'est qu'il y a un problème. Il y a des économies à faire. Il y a des économies à faire en matière d'immigration, sur la politique en matière d'immigration. Il y en aura des économies qui serviront à financer cela. Enfin, juste, Madame Blanc, 20 secondes pour finir. Le déficit, c'est 3 milliards d'euros chaque année, là, aujourd'hui. 3 milliards d'euros, si vous trouvez la recette miracle, il faut tout de suite la donner, vous la brevetez. Je vous conseille de la breveter, vous allez devenir richissime. Hein. Oui, donc, enfin, 3 milliards d'euros, il faut les les trouver. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est toujours 10 millions de pauvres, 5 millions de chômeurs. Alors là, voilà, pour une fois, vous vous exprimez vous-même, parce que généralement, c'est Marine Le Pen ou Louis Alliot qui vous servent de dans viatique. le dernier du classement au niveau mondial, donc je pense qu'il faut rester modeste par rapport à cela. Merci pour ce nouveau débat qui s'ouvre maintenant, ce nouveau thème sur le débat, celui de la sécurité qu'on a déjà un petit peu égratigné, j'allais dire, pendant cette séquence précédente. Corinne. Donc la sécurité, c'est effectivement un gros point des programmes, de vos programmes respectifs. On va commencer par les postes de police.
de quartier, de proximité, ce qu'on appelait à une époque l'îlotage. Vous, Romain Gros, sous Emmanuel Macron, on a supprimé les postes de quartier du commissariat. Non plus. On en a fermé. Non. Alors, celui du Moulin à Vent, par exemple. Non, ça c'est la mairie. Je suis désolé. Alors, il y a deux choses. L'enjeu, Il y a la c'est police la nationale. L'enjeu, c'est la police Non, de mais proximité. la police de proximité, c'est pas Emmanuel Macron qui a fermé le poste de police du Moulin à Vent. Je vous rappelle que je suis conseiller départemental de ce canton et franchement, j'en ai souffert plus que d'autres, mais c'est pas Emmanuel Macron puisque ça, c'est un poste de police municipale. Oui, mais les élus travaillent ensemble. Non, on travaille pas avec la L'enjeu mairie. est en Moi, je fait- travaille pas avec la mairie, à tous les l'enjeu, cas. Voilà. Vous avez tort, on irait mieux sur le territoire si on travaillait ensemble. Il faudrait que vous travailliez pour Non, qu'on non, travaille mais- ensemble. non, Et vous non, savez c'est très pas le bien cas. qu'on Alors, je travaille. suis désolé. C'est dommage Oui, qu'on vous oui. ait À pas vu Marine Le pendant Pen, le Louis confinement, ça aurait Alliot, été bien bien qu'on sûr, voit pendant le on confinement, vous a puisque vu. vous dites que vous habitez sur le territoire, que vous êtes là, que vous êtes présent. Pendant le confinement, le maire a fait beaucoup de choses. Et c'est dommage Mais qu'on pendant vous ait le pas vu. confinement, Voilà. Madame Blanc, le Oui, maire on est n'était pas le maire. on est Monsieur Alliot resté n'était pas confiné maire. pendant 1 an et demi. Mais hein, Monsieur donc, Alliot bon. n'était pas maire. Alors comment il a fait plein de choses? Il était déjà là, il était déjà Il là. a mais été élu en juin. Il était fin là juin. pendant le Bon, confinement. allez, donc, voilà. tac. On va pas Alors, revenir sur le votre confinement question. qui est un mauvais souvenir pour tout le monde, de Non, toute non, mais façon. d'accord, mais Quoi bon. qu'il en soit, par contre, on va revenir sur la La police. police. Alors, la Et police du sécurité. quotidien. Et c'est- La police voilà. du quotidien. Ça, c'est fondamental. Et la police de proximité. Quels moyens vous donnez? Alors- Quels impacts vous voulez qu'elle ait? Le premier point en matière de sécurité, c'est la question de la présence policière. Et ça, c'est un élément marquant. Un élément marquant, nous nous sommes battus dans le mandat qui vient de s'écouler pour avoir plus d'effectifs. Parce que clairement, si on veut plus d'effectifs sur la voie publique, il nous faut plus d'effectifs policiers. Vous savez, de 2007 à 2015, ont été supprimés plus de 12 000 postes. Aujourd'hui, on vient d'en créer 10 000 depuis 2017 et on veut en créer encore 10 000 de plus. Et c'est fondamental pour Perpignan. À Perpignan, nous avons obtenu, grâce à cette politique, 70 postes de police de plus, 30 postes de gendarmes de plus. Donc c'est vous dire qu'il y a un véritable effet local là-dessus. Vous en promettez combien de plus? La même chose, puisqu'on a le même effectif au niveau national qui va se décliner au niveau local. Donc c'est la même chose. Ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est d'avoir des moyens pour ces policiers, pour éviter qu'ils soient consacrés à des tâches indues. Je parle toujours de la police nationale en la matière, puisque c'est le corps administratif sur lequel l'État a des responsabilités, sur lesquels les députés peuvent agir également en se disant, en votant des budgets, en faisant que les budgets augmentent. Je vous rappelle que j'étais rapporteur du budget de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les 5 années qui viennent de s'écouler, et on a augmenté le budget de plus de 2 milliards, parce que c'est un thème important pour nous, la sécurité. Donc, deuxième sujet, la question des tâches indues, pour éviter que les policiers soient contraints de rester uniquement dans un bureau et pas d'aller sur la voie publique. Et pour ça, c'est les doter de moyens informatiques, de les débarrasser de tâches indues qui sont parfois aujourd'hui un peu excessives ou qu'il est excessif de leur confier. Le troisième point, il est majeur, c'est dans la méthode. C'est ce que nous avons bâti depuis 2018 avec la police de sécurité du quotidien. À Perpignan, il y a un corps qui s'appelle la police de sécurité du quotidien qui permet de traiter ces sujets-là. Alors bien sûr, le problème, il ne peut pas se régler comme ça. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution magique, il y a du travail à faire. Il faut plus d'effectifs, plus de moyens pour la police. Je me suis battu dans les 5 années qui viennent de s'écouler pour cela. Je continuerai à me battre pour qu'il y ait plus d'effectifs pour la police et pour la gendarmerie, pour le bien des Perpignanais, pour leur sécurité indéniablement. On peut quand même quantifier également la gendarmerie, parce qu'on en Oui, parle bien beaucoup sûr. moins, étant donné qu'ils ne font jamais grève, enfin, c'est le droit de réserve des militaires, mais la gendarmerie... Dans le département, c'est Madame 800 Blanc, gendarmes. Madame Blanc, pour équilibrer un peu le temps de Bien parole, sûr, bien sinon sûr. ça va être un peu trop déséquilibré. Vous, quelles sont vos solutions et si vous étiez député, qu'est-ce que vous proposez? Quelles solutions? Avec quels moyens et avec quels moyens financiers pour le financer, justement? Alors d'abord, un rapide état des lieux. C'est vrai que la sécurité, c'est un pouvoir régalien de l'État, mais c'est aussi la première des libertés des citoyens. Et on assiste à ce niveau-là à un désengagement de l'État qui est important. C'est vrai que sous le mandat de monsieur le député, ont été fermés 2 postes de police nationale, le Moulin à Vent, dont il est effectivement conseiller départemental, il l'a rappelé, et le Vernet. Louis Alliot en a ouvert 5 postes de police Mais il n'y avait pas de municipaux poste de police nationale ni au en Moulin à Vent, ni au Vernet quand en j'ai été 2 élu. ans, 5 postes de police municipaux. Et dans votre tracte de campagne, Oui. vous dites que durant votre mandat, effectivement, 75, là vous parlez de 70 policiers supplémentaires qui sont arrivés dans la circonscription, si je me trompe pas. Mais le problème, c'est que La création on de a la BRI. assisté, ils sont là, mais il y a eu en même temps des Qu'est-ce qu'il y départs a à eu la retraite. Il y a eu Non. peu de postes nets, peu de policiers Non, les titulaires postes dont je vous parle, et c'est une peu création de de postes renforts nets. Ne dites pas dans l'inverse de la les vérité, effectifs madame. administratifs. Revisitez vos dossiers, Donc, réétudiez-les. lorsque le maire est arrivé, il a créé Ah oui, tout est allé beaucoup mieux. On le voit, il y a moins de postes. cambriolage. Je vais relaisser Il un a petit peu créé Madame Blanc 30 s'exprimer. postes, s'il vous plaît, merci. Il a créé 30 postes de police municipaux pour agir quotidiennement pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Perpignanais et surtout pour pallier aux carences de l'État. Désormais, il tourne 7 jours sur 7 et toute la nuit. Et bien souvent, c'est la police municipale qui est toute seule puisque la police nationale ne peut pas
ne peut pas le faire. Alors, le syndicat de police nationaux, vous savez, il réclame des renforts de 120 policiers, ce qui me paraît un chiffre qui est tout à fait juste et nécessaire. Il réclame des unités mobiles qui doivent être déployées beaucoup plus régulièrement pour maintenir un petit peu la pression sur la délinquance qui est quand même, voilà, contre laquelle il faut lutter, et les locaux du commissariat qui sont à la limite de l'insalubrité. Donc, moi, je ne vous ai pas entendu intervenir auprès de M. Darmanin pour justement voilà, intervenir sur ces locaux. Alors notre ministre de la Justice vient effectivement, mais il ne va pas visiter les locaux du commissariat pour voir l'état dans lequel vit la police nationale. Et vous savez qu'ils sont parfois bien moins équipés que la police municipale de Perpignan, la police nationale. Donc voilà, 80%, parce que c'est important quand même de le rappeler pour que les gens le sachent, des appels qui arrivent au 17 au commissariat, ils sont basculés automatiquement vers la police municipale parce que la police nationale n'a pas les moyens humains, matériels d'y donner suite. Donc moi, je veux bien voilà, qu'on parle de sécurité. Moi qui suis adjointe à l'éducation, nous avons déjà armé une brigade qui passe devant les écoles. Ils sont 7, ils tournent sur les 61 écoles de Perpignan et ils interviennent même à l'intérieur pour parler des valeurs de la République, de la laïcité, etc. Donc c'est un sujet, la sécurité qui est importante. Le palais de justice, on a perdu un temps fou pour des problèmes d'ego, d'implantation, de je suis d'accord, de je suis pas d'accord, etc. Et sans parler d'une prison qui est surpeuplée, et je sais de quoi je parle, et des magistrats qui sont en nombre insuffisant. La dernière législature a amené des réponses, puisqu'on sait qu'on aura un palais de justice en centre-ville, une prison oui, on sait, mais... Vous n'y croyez pas. Non, mais il y a 5 ans, on devait avoir tout ça. On devait l'avoir. C'était une promesse, puisqu'on devait murmurer à l'oreille des ministres, justement, dire qu'on allait faire ça. C'est ce que nous avons obtenu, Madame Blanc. Donc le palais de justice... On espère, on dit, les crédits sont là, ça va arriver, etc. On espère. Moi, tant qu'il ne sortira pas de terre, vous voyez, qu'est-ce qu'on fera? On se lamentera tant que ça sortira pas de terre. Donc, quand j'entends qu'on me dit, bah, écoutez, un député Rassemblement National, ça servira à rien, moi, je me demande aussi, un député En Marche, à quoi ça sert? Donc, voilà. Vous avez été, effectivement, vous l'avez rappelé, rapporteur du budget de la police nationale, donc vous savez, effectivement, de quoi vous parlez, à la limite, mieux que moi, je vais dire. Vous voyez, je vous tends la perche, mais c'est pour ça qu'une opposition est nécessaire. Une opposition est nécessaire pour ne pas vous laisser les pleins pouvoirs, et notamment sur des sujets comme ça. Parce que vous pensez que si j'avais été un député... Vous avez 20 secondes, et après on clôt ce débat et on passe à la séquence suivante. Merci Thierry Bouldois. Vous pensez que si j'avais été député de l'opposition, j'aurais pu obtenir le palais de justice, j'aurais pu obtenir la prison, comme on l'a fait, la rénovation du commissariat? Alors oui, les choses... Attendez, Madame Blanc, les choses ne se sont construises pas en un jour. Alors, vous avez fort... C'est sûr. Alors, pour vous, soit vous vous référez à Madame Le Pen, soit à Monsieur Alliot, soit je suis le diable. Et Monsieur Macron est également le diable en chef, lui, alors, de son côté. Alors, je pense qu'il faut donner les projets sur lesquels vous allez vous impliquer, les projets sur lesquels vous avez travaillé, pas Monsieur Alliot, pas Madame Le Pen. Et cessez de diaboliser les uns et les autres. Là, on est projet contre projet. C'est important d'en parler. Qu'est-ce que vous voulez proposer sur le palais de justice? Qu'est-ce que vous voulez proposer? Je ne diabolise personne. Moi, je dis simplement que les promesses que vous avez tenues aujourd'hui, elles sont faites, elles sont réalisées. C'est faux, Madame Blanc. Je vous n'avez rien montré. Donc, vous avez annonné vaguement des trucs, Monsieur Alliot a fait, Madame Le Pen a fait. Mais vous démontrez quoi de plus? Clairement, les dossiers, les engagements. Et les électeurs sur le terrain le voient et c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est pour ça que justement, ils ont voté pour moi, Monsieur Gros. Moi, j'avais une dernière question, c'était sur les points de drogue. Est-ce qu'il y a des... Mais on n'a peut-être pas le temps de l'aborder. On va passer au thème suivant. Donc le commerce. Et le thème du commerce. Donc les zones commerciales, sur le commerce, les zones commerciales continuent de se développer malgré un petit ralentissement, on va dire. Mais en périphérie, on continue à avoir quand même des zones commerciales qui se repeuplent au détriment du centre-ville, du centre historique de Perpignan qui en pâtit. Et donc quels sont les leviers que vous avez l'un et l'autre, ou en tout cas les projets que vous avez pour redynamiser le centre-ville, le repeupler aussi, le redynamiser en termes commerciaux, le repeupler en termes de gentrification, en termes de personnes, et ce qui permet, j'en reviendrai donc pour la conclusion, à lutter aussi contre ces trafics de drogue qui gangrènent plusieurs quartiers du centre-ville et de manière pérenne. Première question peut-être alors sur les zones commerciales en périphérie. Est-ce qu'on continue à développer? Est-ce qu'on stoppe tout? Est-ce qu'on trouve un équilibre le plus à même possible, Madame Blanc?
Oui, effectivement, c'est vrai que sur le département, on est quand même le record des zones commerciales, enfin des surfaces commerciales en nombre d'habitants, ça c'est un fait. Donc il est quand même à rappeler que les difficultés du centre-ville et les difficultés que vivent les commerçants sur Perpignan résultent quand même des choix politiques qui ont été faits sur ce département pendant 20 ans. Je suis désolée de le rappeler, mais enfin c'est quand même un fait. Donc je veux dire, il n'y a pas eu d'ambition par rapport à cela sur ce cœur de ville et pour la défense de cœur de ville. Alors c'est vrai que c'est un phénomène qui touche pas simplement Perpignan, qui touche beaucoup de communes en France. Ça relève quand même de la compétence communautaire, hein, ces problématiques voilà, de redynamisation de cœur de ville. Donc c'est vrai qu'on a la stratégie, c'est de effectivement redynamiser ce centre-ville, de relancer le commerce. Il y a de diverses façons. C'est vrai qu'il faut créer d'abord une agence de développement économique où Perpignan doit avoir toute sa place. On verra bien si ce projet aboutit. C'est vrai qu'il faut plus de cohérence dans le développement des pistes cyclables, etc. Qu'il y ait des projets de création de parking. Il y en a un à l'entrée de la ville. C'est vrai que c'est compliqué de se garer aujourd'hui sur Perpignan. On a toute une campagne de revalorisation des façades pour l'embellissement, etc. Donc c'est ce travail qui doit être fait pour effectivement redynamiser le cœur de ville et puis surtout arrêter la construction des grandes surfaces, et Dieu merci, on va l'arrêter à l'extérieur de Perpignan. Romain Gros, est-ce que justement un député de l'État peut aujourd'hui clairement dire stop, ça suffit, on a assez développé dans les périphéries? Oui. Alors, d'abord, je reviendrai sur le constat, si vous me le permettez. En effet, le département, par exemple, est un des 5 départements en France où la densité de grandes surfaces est le plus important sur le territoire, l'ensemble du territoire national. Donc, il y a un vrai sujet, parce qu'au même moment où nous avons observé ça, nous avons observé des commerces de proximité qui s'effondraient, qui avaient du mal à survivre. Ma mère était épicière dans mon village, aujourd'hui, il n'y a plus d'épicerie dans mon village. Bon. J'ai une tante qui était épicière à Cannes-Ouest, aujourd'hui, il n'y a plus d'épicerie à Cannes-Ouest. Bon. Donc, clairement, ça, c'est une première donnée. Et on le regrette tous, parce que tous on rêve d'aller voir l'épicerie, d'aller connaître l'épicier, l'épicière, d'être reconnu par elle ou par lui et d'être en capacité d'acheter avec des produits de proximité. Mais de l'autre côté, sauf que c'est plus cher. De l'autre côté, c'est plus cher et de l'autre côté, on s'y rencontre tous dans les grandes surfaces. Parce que c'est le paradoxe dans lequel nous sommes. Nous, on est dans une circonscription ici où il y a les 2 plus grandes surfaces du département, quasiment. 2 des 3 plus grandes surfaces du département qui sont sur ce territoire-là. Et quand vous allez le samedi à Auchan ou le samedi dans une autre enseigne à l'est de la ville, vous y rencontrerez le tout Perpignan, ce qui est normal parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat et il y a des problèmes également d'organisation des achats. Alors j'y reviens. On arrête, on continue? Oui, on arrête. On arrête. On segmente. Il y a trois types de grandes surfaces. On a passé dans la loi Résilience et Climat, qui est une loi qui a été votée en mai 2021, une interdiction pour toutes les surfaces de plus de 10 000 m². Et ça, c'est crucial. Dans le département, je vous signale que c'est très important et que peut-être Poyestre ou d'autres grandes surfaces de ce type-là n'auraient pas pu voir le jour de zones commerciales si cette loi avait été passée avant. Premier point. Deuxième point, il y a les surfaces commerciales entre 3 000 et 10 000 qui font toujours du mal, en réalité, au commerce de proximité. Et là-dessus, il y a une réglementation très stricte qui vient à freiner la croissance de ces grandes surfaces. Et en dessous de 3 000, il y a la confiance aux élus locaux. Parce que clairement, j'en reviens à l'exemple de Cannes-Ouest, le Mas Gafar, la grande surface est au Mas Gafar. Si vous la supprimez, ça va pas faire revenir l'épicerie de ma tante. Les gens de Cannes-Ouest iront à Auchan, iront à Perpignan. Donc vous voyez aujourd'hui l'équilibre économique dans lequel nous sommes. Après, très clairement, et vous le soulignez, Madame Saboureau, il y a un problème de pouvoir d'achat qui est traité par ces grandes surfaces. Et donc il faut aujourd'hui être en mesure de se dire, réfléchir à notre modèle d'approvisionnement des commerces. C'est la loi Egalim, Egalim 1, Egalim 2, en se disant comment on fait en sorte pour que la plus-value ne soit pas captée par des sillons, par des maillons intermédiaires, mais plutôt par les agriculteurs avec des prix vendus plus bas. Aujourd'hui, nous sommes dans un département producteur de fruits et légumes. Eh bien, ma foi, si vous allez dans une grande surface, vous avez du mal à trouver nos produits locaux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos produits locaux, ils rentrent dans des grands circuits d'exportation. Ils sont très compétitifs dans ces grands circuits, mais parfois on a du mal à les trouver localement. Alors, on les recherche tous, mais on a ce sujet-là qui est traité par les grandes surfaces et d'une façon en réalité un peu léonine par rapport à notre territoire. Sophie Blanc, pardon, sur le pouvoir d'achat, parce que comme disait Corinne, c'est essentiel. C'est bien de tenter un petit peu de limiter l'impact des grandes surfaces, bien sûr. Mais on sait que souvent c'est elles qui pèsent le moins entre guillemets sur le pouvoir d'achat des personnes. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ce pouvoir d'achat et comment on rééquilibre cette offre commerciale? Moi, je voudrais vous dire que d'abord, on n'a pas, et ce qui est dommage, d'engagement fort de l'État pour que les entreprises s'installent, parce que c'est elles qui vont faire vivre le cœur de ville, les gens qui achètent, qui travaillent, etc. Voilà, et donc il faut être le VRP de ce territoire auprès des investisseurs
en étant député. Donc voilà, ça passe aussi par là pour faire revenir des enseignes au centre-ville. Et puis il y a autre chose, c'est quand même le TGV aussi. Je veux dire, il faut que les gens arrivent jusque chez nous. Le TGV, malheureusement, il n'y arrive pas. Donc voilà, on parle maintenant de 2040. Donc bon, on sera peut-être tous morts que le TGV arrivera enfin. Donc voilà, ce sont des choses. Et je trouve que ni M. Macron, ni M. Castex, effectivement, n'ont daigné prendre le taureau par les cornes pour désenclaver ce territoire. Et voilà, c'est dommage. Mais vous savez, tout est lié. Le pouvoir d'achat, le centre-ville, les commerces, etc. Voilà, ça fait partie d'une dynamique et d'une philosophie où on l'a, où on l'a pas. Oui, on voit alors on ne va pas comparer Paris à Perpignan, bien entendu, mais on voit qu'aujourd'hui à Paris, il y a un phénomène qui est de plus en plus grandissant, qui se développe, c'est que les gens, en fait, les Parisiens ne sortent plus, ne vont plus dans leurs grandes surfaces, et Dieu sait s'ils en ont, mais ils vont dans leurs petites épiceries de quartier. Mais tant mieux, mais il faut les épiceries qui cela. fleurissent, et ce sont des épiceries discount. Donc en fait, pour le pouvoir d'achat, les Parisiens n'ont plus à aller, à prendre la voiture, à dépenser de l'essence et à aller dans les grandes surfaces. Donc ils restent dans leur quartier parce que c'est le même prix et parfois même moins cher. Et vous avez raison, Madame Saboureau. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui même la politique des grandes enseignes, avec les enseignes de proximité, c'est ce que ces enseignes-là développent en mettant plus de pouvoir d'achat, des prix pratiqués beaucoup plus bas, à proximité avec des surfaces beaucoup plus réduites. Vous avez des tas de petites enseignes de cet ordre. Si on parlait concrètement pour les gens, une seule mesure que vous prendriez pour le pouvoir d'achat des Français, Madame Blanc, une seule. Il faut le pouvoir d'achat, il faut baisser la TVA à 5,5% sur les produits énergétiques. Il faut la supprimer, cette TVA, sur les 100 produits de première nécessité. Voilà, ça c'est une évidence. Il faut redonner un pouvoir d'achat aux Français de façon à ce qu'ils puissent consommer. Aujourd'hui, je suis désolée, le gouvernement nous donne des chèques. Alors on a des chèques essence, des chèques consommation, etc. C'est très bien, ce sont des chèques qui pleuvent un petit peu au moment des législatives, mais le problème c'est que le mois d'après, les gens ils ont consommé les chèques et ils ont toujours les mêmes problématiques. Et ça ne concerne pas tous les Français. Ça ne concerne pas tous les Français, mais ils l'ont pas à la fin du mois, c'est au milieu du mois qu'ils ont les mêmes problèmes. Une mesure qui est ambivalente. La première mesure, c'est baisser les cotisations sociales salariales, qui donnent plus de pouvoir d'achat aux gens qui travaillent et qui font le choix du travail. Et cette mesure, elle a une jumelle qui est l'augmentation des petites retraites, comme je le disais tout à l'heure, de 650, 700 euros. Toutes les retraites qui sont inférieures à 1000 euros, les passer à 1100 euros. Et cet élément-là, pour moi, il est crucial pour le pouvoir d'achat. Merci à tous les deux pour ces 4 débats et ces 4 thèmes qu'on a abordés. Il reste maintenant votre conclusion à chacun. Madame Blanc avait débuté le débat, Romain Gros va donc le conclure. Je vous en prie, Madame Blanc, sur cette minute, pourquoi voterait-on pour vous au second tour dimanche du 19 juin? Alors tout d'abord, moi je voudrais d'abord remercier les électeurs qui se sont portés effectivement très chaleureusement sur ma candidature. Voilà, nous devons faire entrer un groupe puissant à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, malgré le fait que nous ayons un scrutin qui est injuste. Nous sommes le premier parti de France, il faut continuer sur cette dynamique et vous devez choisir, les électeurs doivent choisir des élus qui sont remplis de bon sens pour les défendre. Voilà. Si les électeurs veulent maintenir une vie meilleure, comme ils peuvent le voir, je suis désolée d'en reparler, mais à Perpignan, la mairie doit être soutenue par des députés. Voilà. Et donc, moi, je serai fidèle à mes convictions. Je suis une élue de proximité, une élue de terrain. Depuis 25 ans maintenant, ici, aucune voix ne doit manquer. Et il serait absolument inconcevable que les électeurs qui n'ont pas voté pour M. Macron, qui ont rejeté, et pour la NUPES également, cette politique ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc voilà, il faut rassembler les patriotes qui s'opposent à la politique d'Emmanuel Macron, à ce programme de maltraitance sociale, fiscale et d'explosion de la précarité qui va arriver, donc allez voter. Ce sera votre mot de la fin, puisque c'est maintenant au tour de Romain Gros pour sa dernière minute. Merci Madame Saboureau. Alors on a une minute si je comprends bien, il m'a semblé que le temps me paraissait très long quand Madame Blanc s'est exprimée, mais peu importe. Une minute. Une minute, on va s'y tenir. Une minute. Le chronomètre est là, soyez rassurés. Le 19 juin, nous avons un choix tous fondamental sur cette circonscription. Moi, 2 éléments me semblent importants. Un élu de terrain et de proximité doit rester député. Un élu de terrain, c'est un homme qui
qui est capable, ou une femme qui est capable de discuter, d'accueillir les uns et les autres et d'être capable d'être toujours au contact. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur un territoire qui est marqué par des problèmes économiques et sociaux, il nous faut des républicains soucieux des services publics, soucieux des politiques sociales, capables de se dire que le bon sens qui met le travail au cœur d'une vie et d'une vie collective, il doit être établi. Pour tout cela, le 19 juin, j'appelle tous les républicains de cette circonscription, de notre ville, tous les démocrates de notre ville, à faire en sorte que le député que je suis reste député pour lutter contre le Front National. Le 19 juin, c'est une date importante pour cette circonscription, pour notre ville également, et il ne faut pas la prendre à la légère. Nous avons clairement besoin aujourd'hui de montrer que la ville de Perpignan n'est pas une ville Front National. Merci à tous les deux. J'en suis très fière qu'elle soit une ville Rassemblement National. Hein. Sophie Blanc et Romain Gros. Merci, Verdict, monsieur Boulevard. dimanche 19 juin dans les urnes. Merci d'avoir Merci à participé à vous ce premier débat d'indépendance, le deuxième